Isabel dos Santos en guerre avec la justice et le gouvernement angolais a évoqué l'hypothèse d'une candidature à la présidence, ceci dans un contexte où elle est accusée de détournement de fonds publics. Au Mozambique, le président Filipe Nyusi, au pouvoir depuis 2014, a été investi à la suite des élections générales du 15 octobre dernier, émaillées d'irrégularités selon l'opposition et une bonne partie des observateurs étrangers. Et puis au Soudan, le chef des renseignements généraux a démissionné. Le général Aboubakr Mustafa a rendu le tablier après l'assaut des forces gouvernementales contre des bases des services de sécurité mardi dernier. Le point dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Nigeria et plusieurs pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, membres de la zone monétaire ouest-africaine, ont dénoncé ce jeudi à Abuja la décision de remplacer le franc CFA par l'ECO. Ces pays affirment que la nouvelle monnaie n'est pas conforme au programme adopté récemment par l'ensemble de la CEDEAO pour mettre en place une monnaie unique. La zone monétaire ouest-africaine est composée du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Gambie et de la Guinée-Conakry, selon un communiqué publié à l'issue de cette rencontre entre les différents ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales. Ces 6 pays ont noté avec préoccupation la déclaration visant à renommer unilatéralement le franc CFA en ECO. En Angola, Isabel dos Santos, en guerre avec la justice et le gouvernement de son pays, a pour la première fois évoqué l'hypothèse d'une candidature à la présidence. Cette éventualité fait surface dans un contexte où la fille aînée de l'ex-président angolais Eduardo dos Santos fait face à des accusations de détournement de fonds publics. Voici les détails. Isabel dos Santos, en guerre avec la justice et le gouvernement angolais, qui l'accuse de détournement de fonds publics, a pour la première fois évoqué l'hypothèse d'une candidature à la présidence de son pays. La fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos a évoqué la possibilité d'un tel projet lors d'un entretien diffusé mercredi par la radio-télévision publique portugaise. « Je ferai tout ce que j'aurai à faire pour défendre et servir ma terre et mon pays », a-t-elle déclaré sans autre détail. La prochaine élection présidentielle en Angola doit avoir lieu en 2022. Mais le mois dernier, un tribunal de Luanda a ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabel dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique. La justice la soupçonne d'avoir détourné avec son époux, le Congolais Syndicat Dokolo, et un homme d'affaires portugais, plus d'$1 milliard des comptes des entreprises publiques Sonangol et Ndiama. Depuis plusieurs semaines, Isabel dos Santos nie farouchement ces allégations dans la presse et sur les réseaux sociaux et crie à un règlement de compte politique. Au Mozambique, le président Filipe Nyusi, au pouvoir depuis 2014, a été investi à la suite des élections générales du 15 octobre dernier. L'opposition et une bonne partie des observateurs étrangers avaient dénoncé de nombreuses irrégularités lors du scrutin, dont les résultats ont toutefois été validés par la justice. Voici les images. Nous envisageons la création cette année d'un fonds souverain pour financer les efforts de diversification de l'économie et qui pourra servir aux générations futures, a déclaré M. Nyusi lors de la cérémonie d'investiture à son 2e mandat. Au pouvoir depuis 2014, Philippe Nyusi, 60 ans, a été réélu haut la main lors des élections générales du 15 octobre dernier. L'opposition et une bonne partie des observateurs étrangers ont dénoncé de nombreuses irrégularités lors du scrutin dont les résultats ont toutefois été validés par la justice. Considéré comme un des pays les plus pauvres de la planète, le Mozambique est englué dans une grave crise économique et financière aggravée par des emprunts cachés qui nourrissent des allégations de corruption au plus haut sommet de l'État. Nyusi a lui-même été personnellement mis en cause dans ce scandale lors d'un récent procès aux États-Unis. Maputo espère bientôt tirer profit du gigantesque réserve sous-marine de gaz découverte au large de la province de Cabo Delgado, au nord du pays, en proie depuis 2 ans à une insurrection islamiste meurtrière pour devenir un des principaux exportateurs au monde à l'horizon 2025.
Il a à peine évoqué les violences djihadistes dans le Cabo Delgado qui ont tué plusieurs centaines de civils et la vague d'attaques récentes survenue dans le centre du pays, attribuée à une faction dissidente du principal parti d'opposition, le Renamo. À Madagascar, le Sénat, contrôlé par l'opposition, a saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation d'ordonnances à ses yeux irrégulières prises par le président Andry Rajoelina. L'annonce a été faite par le président de cette chambre. Voici les détails. Entre son entrée en fonction et l'élection de la nouvelle Assemblée nationale, Andry Rajoelina a signé 14 ordonnances relatives, entre autres au recouvrement des avoirs illicites à Madagascar, à l'élection et à la désignation des sénateurs. Selon le président du Sénat, il a depuis omis de faire valider ces tests par un vote à l'Assemblée nationale, ainsi que le requiert la loi fondamentale de la Grande Île. L'exécutif a le devoir de se conformer à la Constitution et aurait dû soumettre à la ratification des parlementaires les ordonnances prises, a plaidé Rakotovao. Nous n'avons aucune arrière-pensée politique. Le Sénat exerce juste son droit et ses devoirs envers la nation. C'est l'ordonnance qui a réduit le nombre des sénateurs et n'a pas plu au président du Sénat à déplorer auprès de l'AFP un proche de Rajoelina s'exprimant sous couvert de l'anonymat, l'accusant de compromettre le développement du pays. Si la plus haute juridiction du pays donne raison au président du Sénat, 5 accords de prêt de financement conclus entre le gouvernement malgache et des bailleurs de fonds seraient annulés. Les crises politiques sont récurrentes à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète. La dernière élection présidentielle s'y est déroulée dans un climat très tendu. Au Soudan, le chef des renseignements généraux a démissionné. Le général Aboubakr Mustafa a rendu le tablier après la mort de 5 personnes lors de l'assaut des forces gouvernementales contre 2 bases des services de sécurité près de Khartoum mardi dernier. Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du Conseil souverain, un organe chargé d'assurer la transition post-Béchir, a annoncé ce mercredi la démission du chef des services des renseignements, le général Aboubakr Mustafa. Nous lui avons demandé de nous donner une lettre de démission manuscrite, ce qu'il a fait. Nous sommes désormais en train de l'examiner, a expliqué Burhan à la télévision d'État. Le porte-parole du gouvernement avait fait état d'un début de rébellion lancé par les membres de l'ex-unité des renseignements généraux qui rejetaient la somme qu'ils avaient reçue pour leur retraite. Les troupes des forces de soutien rapide de l'armée ont pris d'assaut les bases au milieu de tirs intenses. 2 soldats ont perdu la vie et 4 autres, dont 2 officiers, ont été blessés. 3 civils appartenant à la même famille ont été tués par balle près d'une des bases lors de l'assaut, selon des médecins proches du mouvement de contestation qui n'ont pas donné plus de détails sur les circonstances de leur mort. Dans son discours à la télévision d'État, Burhan a indiqué que cette mutinerie a été lancée par la branche militaire des renseignements sous le régime de Béchir. Les nouvelles autorités considèrent qu'une branche militaire au sein des renseignements n'est pas nécessaire, a ajouté Burhan, étant donné que l'objectif de ce service est de collecter les informations et de les analyser. 40 personnes impliquées dans l'incident se sont rendues. Une enquête a été ouverte. L'Est de la République démocratique du Congo, toujours en proie à une instabilité. 14 personnes ont été tuées, dont 5 policiers ont été tués dans 2 attaques. Un commissariat a été saccagé et des armes emportées par les assaillants. Le point à travers ces images. Au nombre des personnes tuées, 5 policiers et 1 civil dans l'attaque d'un commissariat dans la province de l'Ituri située au nord-est. Des hommes armés sont arrivés en tirant des balles dans tous les sens, a précisé le président de la société civile du territoire d'Irumu, une des subdivisions de l'Ituri. L'information est confirmée par le porte-parole de l'armée dans la région. Plus au sud, dans la province voisine du Nord Kivu, 8 personnes ont été tuées à l'arme blanche. Selon un habitant, les assaillants ont d'abord tué un agent de l'État avec son épouse et leurs 5 enfants avant d'aller exécuter un voisin. Dans la zone ici, il y a des rebelles hutus rwandais qui sèment la terreur.
Les enquêtes pourront déterminer les auteurs de ces actes, a-t-il déclaré. La rébellion des forces démocratiques de libération du Rwanda est actuellement pourchassée par l'armée congolaise qui a annoncé avoir tué son chef en septembre dernier. La région fait objet de fréquentes attaques ayant occasionné des centaines de morts et des milliers de déplacés. Le procès de 2 chefs de milice et de 29 de leurs hommes pour leurs diverses responsabilités dans le massacre en 2017 de nombreux civils et le meurtre de 10 casques bleus dans le sud-est de la Centrafrique s'est ouvert à Bangui. Les accusés comparaissent pour le massacre de nombreux civils selon le dossier d'instruction lu par le greffier qui n'a pas précisé leur nombre exact. Crépin Wanakam et Kevin Bérebéré, connus sous les noms de guerre de Pino Pino et Béré Béré, sont assis au premier rang du banc des accusés de ce procès qui devrait durer une semaine. En tout, les 31 accusés sont jugés par la cour criminelle du tribunal de Bangui pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pillage et meurtre, a précisé à l'agence France-Presse le procureur de la République, Éric Didier Tambo. Les accusés comparaissent pour le massacre de nombreux civils, selon le dossier d'instruction lu par le greffier qui n'a pas précisé leur nombre exact, ainsi que pour le meurtre de 10 casques bleus, 6 Marocains et 4 Cambodgiens. Le général Pino Pino et le lieutenant Béré Béré étaient à la tête d'un groupe armé qui a notamment attaqué le 13 mai 2017 le quartier de Tokoyo et une base de l'ONU dans la localité de Bangassou. Selon l'ONU, l'assaut avait fait 72 morts, 76 blessés et 4400 déplacés. Les membres de la communauté musulmane qui se trouvaient dans l'église catholique de cette ville avaient été particulièrement visés. C'est la signature d'un accord de paix le 6 février 2019 entre le pouvoir de Bangui et 14 groupes armés a permis une baisse significative des affrontements. Le pays reste secoué par des combats réguliers. Béré Béré s'était rendu le 21 janvier 2018 au casque bleu de la base de la mission des Nations Unies en Centrafrique MINUSCA, déposant les armes pour réclamer leur protection contre son lieutenant Pino Pino qui s'était retourné contre lui. 4 mois plus tard, Pino Pino avait été arrêté en République démocratique du Congo avec 33 membres de sa milice, puis extradé à Bangui. Leur présence à ce procès témoigne que la justice centrafricaine réaffirme sa volonté de lutter contre l'impunité, a réagi mardi auprès de l'agence France-Presse le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Ce ne sera plus désormais en été. La Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2021 se jouera en hiver. Un retour à la situation qui prévalait avant la dernière édition de la compétition en Égypte en 2019. Dans les rues de Dakar, la nouvelle a été plutôt bien accueillie. Reportage. La CAN se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février, a d'abord annoncé mercredi la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, sur sa page Facebook en précisant date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun. L'information a été confirmée peu après par la CAF à l'issue d'une réunion à Yaoundé. Pour l'édition 2021, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. Le Cameroun est mobilisé de façon historique et exceptionnelle pour réunir les conditions optimales d'organisation de cet important événement. Nous avons eu l'assurance du gouvernement, ils seront prêts. Et maintenant, nous avons confiance à cet engagement du gouvernement que tout sera prêt pour une grande fête du football africain. Historiquement, la période normale de la compétition était en janvier et février, avec des conditions climatiques plus favorables que l'été trop chaud. Le président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, avait changé la donne à la surprise générale, à peine élu en 2017 pour succéder au Camerounais Issa Hayatou. L'annonce de mercredi est donc un revirement. Je pense que c'est une bonne chose, Je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre aux joueurs d'avoir plus de fraîcheur parce qu'au mois de juin, il fait un peu frais. Au mois de janvier, du moins, il fait un peu frais. Les joueurs auront du mal à jouer librement dans la CAN parce qu'ils auront une pression qui est tenue par le club.
Ce retour à une CAN en hiver intervient par ailleurs alors que la Fédération internationale de football FIFA a exprimé sa volonté de faire place nette en été au futur mondial des clubs. La première édition de cette compétition, qui aura dorénavant lieu tous les 4 ans et non plus chaque année, doit se disputer en juin 2021 en Chine avec 24 équipes au programme selon une réforme voulue par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.